Je vais donc commencer par rappeler simplement, enfin, rapidement plutôt, ce qu'on a vu la semaine dernière, donc, en rappelant tout d'abord l'objectif principal du cours, qui est donc de s'interroger sur l'enseignement de la grammaire et l'intérêt de l'enseignement de la grammaire en français langue étrangère. Enfin, à vrai dire, c'est pas tellement s'interroger sur la question de l'enseignement de la grammaire, c'est plutôt tenter de répondre à la question quoi enseigner en grammaire si je choisis de faire de la grammaire, d'enseigner de la grammaire dans un cours de français langue étrangère, voire de français langue maternelle, bon, mais peu importe, ici on s'intéresse plutôt au français langue étrangère. Je vous dis une nouvelle fois que les raisons que j'ai de penser, pas moi tout seul, mais qu'un certain nombre de chercheurs ont pensé qu'il est utile d'enseigner la grammaire pour améliorer la rapidité de l'acquisition, eh bien, ces raisons sont assez indirectes. Hein. Elles sont fondées principalement, je l'ai suggéré très vite la dernière fois, mais de toute façon, ce n'est pas un point que j'ai le temps de développer, sur l'enseignement de l'efficacité de l'orthophonie, de la rééducation orthophonique. Hein. On voit que la conscientisation d'un certain nombre de phénomènes permet d'améliorer les performances, mais en fait, on n'a pas de démonstration. On ne dispose pas aujourd'hui d'une démonstration en bonne et due forme permettant d'affirmer que, en effet, l'enseignement de la grammaire booste, si vous voulez pour le dire comme ça familièrement, les compétences, aussi bien écrites, orales, en production, en compréhension, des apprenants. Hein. On n'a ni de preuves précises dans ce sens-là, ni dans le sens contraire, que de dire que l'enseignement de la grammaire, ça ne sert à rien. Alors, sauf que cette question, et c'est là où on va entrer dans notre problématique, elle est parasitée par le fait que, au fond, on n'est pas du tout sûr qu'il y ait un accord sur le fait, sur ce que ça signifie enseigner la grammaire. Enseigner quoi? Si, en effet, on pratique un enseignement de la grammaire qui, en raison de son contenu, est totalement inefficace, ben oui, on va montrer que l'enseignement de la grammaire, ça ne sert à rien, mais on n'aura pas montré que l'enseignement de la grammaire en général, ça ne sert à rien. On aura montré tout simplement qu'un certain type d'enseignement de la grammaire ne sert à rien. D'accord? Donc, et ça, malheureusement, le fait, l'inefficacité de l'enseignement de la grammaire, j'avais insisté un petit peu là-dessus la dernière fois, je n'y reviens pas, mais l'inefficacité de l'enseignement de la grammaire, en France, en tout cas, on en a la preuve même dans l'enseignement du français langue maternelle. Hein, parce que, en effet, on passe beaucoup de temps à enseigner la grammaire et à la fin, les élèves ne savent rien, presque rien. Donc, il y a un véritable problème. Et le problème, il n'est pas seulement de dire ça sert à quelque chose ou à rien. Oui, il y a parfois de grandes déclarations chez les didacticiens du FLE disant bah non, bien sûr, enseigner la grammaire, ça ne sert à rien, il faut faire autre chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement enseigner la grammaire? Qu'est-ce qu'on enseigne, etc. Bon. Donc moi, partons du principe que j'ai de bonnes raisons de penser que c'est efficace, l'enseignement de la grammaire, aussi bien en français langue maternelle qu'en français langue étrangère, eh bien, je le dis à condition que cet enseignement soit fait d'une certaine façon. Et c'est ça que je vous enseigne dans ce cours, de quelle façon il faut s'y prendre pour enseigner la grammaire, si on veut que ce soit efficace. Ça suppose évidemment des connaissances grammaticales. Alors, on avait vu, d'abord, je vous avais montré un peu les textes officiels qui permettent de dégager un certain nombre de notions de base, qui est une sorte d'outillage minimal de description de la grammaire scolaire, qui peut être, qui rend déjà beaucoup de services, hein, même si c'est un outillage incomplet. D'accord? Il y a une trentaine de notions qu'on retrouve dans le programme et qui peuvent permettre de décrire un certain nombre de choses, à condition, bien sûr, qu'on les maîtrise bien. Ensuite, on avait vu, en s'interrogeant sur les apports, disons, de la linguistique, ce que signifie exactement la notion d'identification des formes grammaticales, et on s'était arrêté sur cette question de la catégorisation, puisque je vous avais montré que identifier les formes grammaticales, ça revient à catégoriser des mots. Hein, catégoriser des mots, soit dans des catégories donc, de mettre des mots dans des catégories de fonctions ou de nature principalement. Hein, nature de mots, fonction des mots ou des groupes de mots. Alors, le point important, c'est que là aussi, il faut s'entendre sur ce que ça signifie que catégoriser. Parfois, on se moque de l'enseignement de la grammaire en disant oui, on met des étiquettes sur les mots. C'est un étiquetage. On va dire voilà, ça c'est un nom, ça c'est un verbe, ça ne sert à rien. C'est un étiquetage qui ne sert à rien.
Mais étiquetage, c'est pas... Enfin, je veux dire, ça ne nous explique rien sur ce qui est en jeu quand on est capable et quand on comprend ce qu'on fait en disant ceci est un groupe nominal, ceci est un adjectif, ceci est un adjectif épithète, etc. Ce qui est en jeu dans cette opération mentale, c'est la notion de catégorisation. Or, il existe deux modèles de la catégorisation, hein, je vous avais expliqué ça aussi la semaine dernière. Un premier modèle qu'on appelle le modèle de conditions nécessaires suffisantes, qui suppose qu'on explicite les propriétés des membres de la catégorie. Par exemple, vous avez la catégorie des oiseaux, vous allez caractériser la catégorie des oiseaux par deux propriétés, qui a des plumes, hein, tout animal qui a des plumes et qui est vertébré. D'accord ? Ce sont les deux propriétés qui vont faire qu'un animal ou un être quelconque va être dans la catégorie oiseau. Donc ça veut dire que si vous voyez un animal qui a ces deux propriétés, vous savez qu'il est dans la catégorie oiseau, hein, vous pouvez mettre quelque chose dans la catégorie oiseau, et inversement, la connaissance de ces propriétés fait que si on vous dit que tel animal est un oiseau, vous êtes capable d'en inférer le fait que cet animal, il est vertébré et il a des plumes, même si ça ne se voit pas tellement. Hein. Donc, c'est quand même utile. C'est ce qui sert à la catégorisation scientifique, mais ce qu'on avait vu, c'est que dans la catégorisation ordinaire, eh bien, les catégories ne sont pas aussi nettes que ça. Parce que le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, il présuppose l'idée que les catégories ont des frontières très nettes. D'ailleurs, vous avez vos deux propriétés vertébrées à des plumes, et il n'y a pas de degré. On ne va pas compter les plumes pour dire celui-là il a plus de plumes, il est plus oiseau que l'autre. Non, il y a des plumes ou il n'y a pas de plumes. Hein. Donc, c'est une logique binaire d'appartenance ou non-appartenance à la catégorie. Or, dans les catégories, je vous avais donné l'exemple des meubles, des vêtements, dans les catégories ordinaires que nous utilisons dans la vie quotidienne, eh bien, les frontières de la catégorie sont floues. Et on se rend compte qu'on a besoin, enfin, on s'est rendu compte dans les années, c'est vieux, hein, c'est les années 70, 75, les travaux d'aéroport Roche, une chercheuse américaine, qui a vraiment la première à développer cette notion de prototype d'une catégorie. Donc, le prototype d'une catégorie, ça va être le membre le plus représentatif, le ou les membres les plus représentatifs de la catégorie. Par exemple, pour les oiseaux, le prototype de la catégorie oiseau, ça va être quelque chose comme un moineau, un corbeau, quelque chose comme ça. Mais bien que le pingouin et l'autruche appartiennent à la catégorie oiseau, ils ne sont pas du tout le prototype de la catégorie. Parce qu'ils sont à la périphérie de la catégorie. Je vous avais dit tout simplement déjà parce que ce sont des oiseaux qui ne volent pas, ce qui ne pose aucun problème dans la catégorisation scientifique, mais ce qui pose un problème pour la catégorisation naturelle. Donc, le prototype de l'oiseau, on avait vu aussi le prototype dans la catégorie des meubles. Hein, vous n'avez pas de difficulté pour catégoriser dans la catégorie des meubles les chaises, les tables, les canapés. Mais le réfrigérateur et la télévision sont des meubles moins prototypés. Donc, dans ce modèle de la catégorisation par le prototype, on ne fonctionne plus du tout en disant je prends un objet, mettons dans la situation où je dois mettre un objet dans une catégorie. Dans le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, vous prenez votre objet, vous regardez ses propriétés, vous avez la connaissance des propriétés qui caractérisent la catégorie et vous vérifiez si ça correspond. D'accord ? Ça suppose d'extraire les propriétés, d'expliciter. Alors que dans le modèle du prototype, vous allez catégoriser en fonction de la similarité avec le prototype. C'est-à-dire que vous allez mettre dans la catégorie oiseau, non pas ce qui est vertébré et qui a des plumes, mais ce qui ressemble à un moineau ou à un corbeau. Tout animal qui va ressembler à un oiseau ou un corbeau va être mis dans la catégorie oiseau. Ça, c'est la catégorisation naturelle. Et c'est pour cette raison qu'il y a parfois des écarts entre la catégorisation naturelle et la catégorisation scientifique, fait que les mammifères qui vivent dans l'eau, enfin les baleines, les dauphins, on a tendance spontanément à les catégoriser comme des poissons. Hein, parce que, voilà, ils sont dans l'eau, alors que ce sont des mammifères. Donc on se trompe de catégorie. Mais on comprend bien pourquoi cette catégorisation naturelle se fait. Parce que le prototype du poisson, c'est de la catégorie poisson, c'est un animal qui nage dans l'eau.
Bon, bah, un dauphin, ça nage dans l'eau, donc ça se rapproche du prototype oiseau, donc on a envie de le mettre, du prototype poisson, pardon, donc on a envie de le mettre dans cette catégorie. D'accord ? Donc il y a bien une différence entre les catégorisations naturelles, spontanées, qui sont faites par les êtres humains dans leur vie ordinaire, et les catégorisations scientifiques, objectives, etc. Alors, la question va être de savoir comment je me sers de ça en linguistique. Alors, tout simplement, c'est là-dessus que je m'étais arrêté la dernière fois, quand vous présentez les exemples sur lesquels vous allez travailler. Donc, l'idée, c'est que, puisque on effectue des catégorisations grammaticales dans un cours de grammaire. Hein. Donc, identifier des formes grammaticales, c'est catégoriser des formes grammaticales. On va tendre vers une catégorisation qui soit aussi proche que possible de la catégorisation naturelle, donc par les prototypes. Quand vous faites de la grammaire, les notions que vous avez à expliquer, le verbe, l'adjectif, etc., vous avez plusieurs façons de les présenter. Vous pouvez les présenter par des définitions. Hein. Par exemple, la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Ça, ce genre de façon de définir les mots grammaticaux, c'est une définition qui correspond au modèle des conditions nécessaires et suffisantes. Vous voyez, vous avez deux propriétés, la majuscule et le point, qui sont des propriétés définitoires de la phrase. D'accord ? Et puis, vous avez une autre façon de travailler qui consiste à donner un exemple. De dire, bon ben, voilà, le facteur distribue le courrier, ça c'est un modèle de phrase, c'est une phrase prototypique. Pourquoi elle est prototypique ? Bon, parce qu'elle a un groupe, enfin, là je l'explique, mais je n'ai pas besoin forcément de l'expliquer, mais elle est simple, elle a un groupe sujet, un groupe verbal, le groupe verbal a un complément d'objet, bref. Donc j'ai une catégorisation facile et je peux m'en servir de modèle pour reconnaître d'autres phrases. Pour dire, si je vois, pas moi, la voisine sort de sa maison, je vais dire, ça, c'est similaire à le facteur distribue le courrier, donc c'est aussi une phrase. Alors que si je compare à la chaise, le facteur distribue le courrier à la chaise, je vois bien que là, ça ne se ressemble pas du tout. Hein. Donc on a, si on veut travailler dans la perspective des prototypes, on va plutôt valoriser les exemples ou les modèles structurels hein, que les définitions. Pourquoi ? Eh bien parce que quand vous partez des définitions, il y a toujours des problèmes. Hein. Vous voyez, une chose aussi bête que la phrase commence par une majuscule et termine par un point. D'abord, il faut préciser quel genre de point. Hein. Est-ce qu'un point, quel point ? Est-ce que deux points, ça finit une phrase ? On va se dire, bon, bah, ça se termine par un point. D'accord, s'il y en a deux, c'est encore plus terminé. Ah non, pas forcément. Hein. Est-ce que ça marche aussi avec le point d'exclamation, le point d'interrogation, les points de suspension ? Bon, il y a quand même toutes sortes de problèmes. Vous avez des choses qui commencent par une majuscule, qui se terminent par un point, qui sont juste un mot, on ne sait pas bien si c'est une phrase. Ensuite, deuxième exemple, vous prenez la deuxième phrase là, parce qu'on peut dire, bon, on peut raffiner. On peut d'abord raffiner en précisant quelle sorte de point termine la phrase. Et vous avez certaines définitions, certains manuels qui vont dire et se termine par un point suivi d'une majuscule. Pour bien être sûr que le point, là, ensuite il va y avoir une autre phrase qui va commencer par une majuscule. Mais, quand vous prenez une phrase comme celle-ci, le théâtre de S. Beckett me passionne. Un élève qui veut faire un peu qui veut appliquer bêtement cette définition, la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Non, pardon, je vous ai dit une bêtise. Je veux dire par une majuscule précédée d'un point. Hein, c'est ça la définition scolaire qu'on trouve parfois. On va dire, par exemple, ça, Beckett me passionne, c'est une phrase. Parce que ça commence par une majuscule, Beckett, c'est précédé d'un point, et ça se termine par un point. Donc, si j'applique bêtement la définition, j'obtiens quelque chose qui est absurde. Bon, et enfin, quand vous prenez certains types de poésie, par exemple ici, chez Apollinaire, à la fin, tu es là de ce monde ancien, bergère, au tour Eiffel, le troupeau des ponts belles ce matin.
Dans ces textes d'Apollinaire, vous savez bien, il n'y a pas de ponctuation. Donc, il n'y a pas de point. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de phrase? Certainement pas. Donc, le problème, vous voyez bien, avec les définitions, c'est que on n'arrivera jamais à trouver des définitions qui soient simples sans être défaillantes. C'est-à-dire que soit vous êtes dans une définition purement linguistique, et alors là, vous définissez la phrase en 2 pages. Vous avez une définition très longue, très raffinée, très complexe de linguiste pour définir exactement ce que c'est que la phrase. D'ailleurs, il y a plusieurs types de phrases, je passe là-dessus, la phrase graphique, bref, façon. Là, je parle, je ne l'ai pas précisé, mais de la phrase au sens graphique du terme. Donc, soit vous avez une définition qui marche vraiment à tous les coups et qui va être une définition de toute façon trop compliquée à enseigner, soit vous avez une définition simple qui de toute façon ne va pas marcher dans plein de situations. Donc vous voyez qu'avec le système des définitions, qui est malheureusement celui qu'on trouve dans beaucoup de grammaire, on s'en sort pas tellement. Je veux dire que les définitions, on n'a pas trop le choix de les utiliser, mais comme des sortes, il ne faut pas, disons, surestimer les pouvoirs de la définition. La définition, elle est un outil imparfait qui peut rendre certains services, mais il ne faut pas trop s'appuyer là-dessus pour dire je vais enseigner de la grammaire en faisant apprendre par cœur des définitions aux apprenants, aux élèves. Ça n'a vraiment aucun sens. Ce qu'on veut obtenir des élèves, c'est que d'une manière plus ou moins automatique, ils soient capables, même s'ils ne savent pas vraiment pourquoi, de reconnaître une phrase. Et distinguer ce que c'est qu'une phrase d'un groupe nominal tout seul. D'accord? Donc ça, on les entraîne avec des systèmes fondés sur la théorie des prototypes. Alors, je prends un exemple qui montre un peu les difficultés des définitions dans des manuels. Alors, vous voyez que vous avez ici donc une page sur l'adjectif où on vous dit, dans un groupe nominal, l'adjectif peut être supprimé, contrairement aux déterminants et aux noms. Donc, les serpents dévorent les petites souris, ça donne les serpents dévorent les souris. Donc, ça marche très bien, on peut supprimer l'adjectif petite. Bon, je passe sur le fait que le déterminant peut être parfois supprimé, mais ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse ici. Vous voyez, un peu plus loin dans le manuel, on a ça comme exercice. Supprime tous les adjectifs qualificatifs, les phrases ont-elles encore un sens? Donc, j'ai les yeux verts et les cheveux roux. Vous voyez que vous avez l'adjectif vert, l'adjectif roux. Est-ce qu'on peut dire j'ai les yeux et les cheveux? Ben non. Alors qu'on vient de dire dans la leçon juste avant que ce qui définit, qui caractérise tout au moins l'adjectif, c'est qu'on peut le supprimer. Donc c'est quoi? Ça veut dire que ce ne sont pas des adjectifs, ça, vert et roux? Grâce au soleil, il a la peau bronzée. On ne peut pas dire grâce au soleil, il a la peau. L'air marin lui donnait le teint frais. Alors, vous pouvez à la limite supprimer marin, l'air lui donnait le teint. Fraise, vous êtes obligé de... etc. Préfères-tu les fruits frais ou les fruits secs? Si vous enlevez les adjectifs, ça fait une question bizarre. Hein. Préfères-tu les fruits ou les fruits? Bon. Donc, vous voyez, je vous donne cet exemple simplement pour vous montrer que il y a une incohérence définitionnelle. Il faut se méfier toujours des manuels, bien voir si les définitions sont cohérentes avec les exercices. Et le problème, c'est que c'est vrai que dans beaucoup de cas, l'adjectif peut être supprimé. Hein. Mais à ce moment-là, on évite de confronter les élèves si on veut qu'ils retiennent cette idée qui est importante, hein, parce que l'adjectif, c'est en effet, on le verra quand on verra la structure du groupe nominal, un constituant facultatif du groupe nominal la plupart du temps. Mais il ne faut surtout pas, dans ce cas, confronter les élèves en même temps à des emplois un peu particuliers des adjectifs où justement on ne peut pas les supprimer. Parce que ça crée une confusion. Je veux dire, on dit une fois c'est obligatoire, puis après c'est facultatif, et après on donne un exercice où on montre que c'est obligatoire. C'est totalement incohérent d'enseigner ça. D'accord ? Donc ça veut dire quoi en fait? C'est-à-dire que du point de vue linguistique,
certes, l'adjectif est supprimable, sauf dans certaines conditions, et qu'un linguiste peut expliciter, mais qu'on n'a pas besoin d'expliciter dans un cours de grammaire élémentaire. Donc, ça signifie que si on enseigne que l'adjectif est supprimable, eh ben, on ne va pas donner aux élèves des exemples où les adjectifs ne sont pas supprimables. Donc, en fait, vous voyez, là, je m'achemine vers ce qui va être, en fait, je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais l'idée générale de cette perspective, c'est que si on veut construire un savoir cohérent de la grammaire, il faut confronter les apprenants à des situations dans lesquelles les outils grammaticaux que vous enseignez fonctionnent. C'est tout à fait bien d'enseigner que l'adjectif est supprimable dans le groupe nominal. Mais à ce moment-là, on prend bien attention dans les... Alors après, quand on est à la fac, on fait de la linguistique, on peut mettre en critique le savoir de la grammaire scolaire et remarquer qu'en effet, ah oui, tiens, j'avais appris que c'était facultatif, les adjectifs, mais là, je me rends compte, en première année de fac de lettres, par exemple, que non, il y a un problème dans certains cas, ils sont obligatoires, pourquoi, etc. Mais ça, on ne va pas l'enseigner dès le début. Je veux dire, c'est à peu près comme si vous enseignez les racines carrées dès le début au CP, en même temps que vous enseignez la table d'addition. Bon, ça n'a aucun sens. Alors, donc, les définitions, finalement, sont moins importantes que les exemples types. Elles doivent être aussi minimales que possible. J'avais donné, par exemple, le verbe. Bon, voilà, on peut dire c'est un mot qui se conjugue. Ça marche assez bien. Hein, c'est peu contestable. C'est un point de repère, en quelque sorte. Hein, mais ce n'est pas le contenu de l'enseignement. Et surtout, bon, ce que je n'ai pas rappelé ici, mais ce que je viens de dire, ce qui compte surtout, c'est qu'on confronte les élèves à des situations qui sont conformes aux définitions qu'on donne. Donc ça veut dire qu'on sélectionne les exemples qu'on choisit pour les exercices et qu'on ne peut pas analyser n'importe quoi avec la grammaire scolaire. Alors, donc, par exemple, pour vous donner vraiment un exemple tout bête de structure, de type d'exercice, mais vraiment, alors là, archi élémentaire, on vous donne une consigne comme ça, dans la phrase l'avion décolle, le sujet est l'avion, dans la phrase il décolle, le sujet est il, trouve le sujet dans les phrases suivantes. Bon. Voilà, c'est un exercice tout à fait élémentaire, mais au moins, et qui est régulier, il n'y a aucun piège. Alors ça aussi, c'est un truc qui est complètement aberrant dans l'enseignement de la grammaire. Il faut toujours qu'il y ait des pièges dans les exercices. Toujours, il y a un exemple qui ne marche pas bien, etc. Donc c'est le contraire qu'il faut faire. Il ne faut jamais mettre de piège. Il faut donner une sécurité intellectuelle aux élèves. Il faut qu'ils aient l'impression, même si c'est pas tout à fait vrai, mais l'impression qu'ils maîtrisent au moins un type de cas. Je veux dire, un type de cas. C'est-à-dire qu'un élève, il va être capable d'analyser le sujet dans toutes ces situations. Par contre, il aura plus de mal, évidemment, il ne pourra pas, et c'est pas ça qu'on lui demande, si on a une phrase comme « ce sont les chiens qui aboient ». Trouver le sujet dans une structure comme ça, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a une opération supplémentaire, et il faut être capable d'extraire cette opération, c'est qui, la localisation. Donc, il y a un problème de ce genre-là. Donc, ce que doit être capable de faire l'enseignant, c'est d'éviter les cas qui ne sont pas prototypiques. On revient à la question du prototype. Si j'enseigne le sujet, j'enseigne d'abord le sujet dans des situations prototypiques, je confronte les élèves à des situations prototypiques, et surtout, j'évite les cas non prototypiques. Par exemple, là, c'est un exemple aussi que c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai trouvé dans un manuel, un petit exercice vraiment, mais à un niveau très, je sais pas, CO2, CE1, je me souviens plus précisément, pour analyser le COD. Et vous aviez cette phrase, Benoît espère retrouver son chien. Mais alors là, c'est complètement absurde de donner cette phrase à des enfants petits, parce que là, il y a toutes sortes de problèmes. Espère retrouver son chien. Il y a le COD de espérer qui est retrouver son chien, et puis son chien qui est le COD de retrouver. Donc, vous avez deux structures là, c'est très compliqué. Donc,
c'est pas du tout prototypique comme structure de complément d'objet direct. Hein. Donc, c'est très mauvais, ce genre d'exemple. Et ça perd forcément les élèves, parce que, à coup sûr, l'enseignant, il ne s'est pas rendu compte de quoi que ce soit, l'auteur du manuel non plus, d'ailleurs. Et vous allez avoir des élèves qui vont dire le COD, c'est son chien, parce qu'il peut dire retrouver quoi, hein, ça veut dire c'est quoi, c'est avec la question de quoi, trouver le COD, donc retrouver quoi de son chien. Mais l'autre élève va dire, ah bah oui, mais non, on peut dire aussi, Bruno espère quoi, il espère retrouver son chien. Bah, et là, vous allez avoir les profs qui vont dire, ah bah oui, on a l'impression que les deux situations, les deux réponses sont possibles, c'est bien, on va passer à l'exercice suivant. Hein. En général, c'est comme ça. Ou alors c'est, bon, là je ne peux pas trouver, je vous dirai la semaine prochaine la bonne réponse. Bon, c'est sûr que là, si vous voulez, il faut être capable d'avoir d'abord repéré les structures du groupe, les imbrications entre les groupes à l'intérieur du groupe verbal. Alors, un autre exemple avec le sujet. Vous voyez, dans une phrase, le sujet du verbe indique qui fait l'action ou de quoi on parle. Le chat attrape les souris. Très bien. Pour trouver le sujet du verbe, on peut poser la question qui est-ce qui, qu'est-ce qui. Et on utilise les mots c'est qui dans la réponse. Exemple, qui est-ce qui attrape les souris? C'est le chat qui attrape les souris. Très bien. Pourquoi pas, ça marche. En revanche, donc, vous regardez l'exercice, la poule picore. Qui est-ce qui picore? C'est la poule qui picore. Ça, c'est l'exemple, le truc prototypique. Ça marche. Le crabe marche de travers. C'est le crabe qui marche de travers. Les ours bruns aiment le miel. Ils vont dire quoi, les élèves? C'est les ours bruns qui... Ça va pas, il faut dire à ce moment-là, il faut le mettre au pluriel. Ce sont les ours bruns qui aiment le miel. Là, ça complique terriblement la consigne. Donc, si ce sont les lionnes qui chassent au lieu de c'est les lionnes qui chassent, bon, ça... Ouais, puis sans parler des exemples, cette jolie vache rousse donne beaucoup de lait, c'est cette jolie vache rousse. Bref, passons. Il y a quand même là un problème qui vient du fait que le critère du qui est-ce qui avec le sujet, ça marche si le sujet est singulier. Dès que le sujet est pluriel, la procédure de repérage est plus compliquée que simplement repérer, par exemple, que c'est la personne qui fait l'action, enfin je veux dire, bon. Il y a d'autres moyens aussi avec l'accord verbal, mais en tout cas, de le faire comme ça, ça pose un problème. Un autre exemple encore avec les déterminants cette fois-ci. Copie le texte, souligne les noms et entoure les déterminants. Alors là, c'est vraiment, là aussi, un exercice très élémentaire. Donc, ça va assez bien pour la moto roule vite. Le motard, très bien, le petit mot. Alors, j'ai pas mis dans la définition, c'est le petit mot qui précède le nom. Hein, c'est un peu comme ça qu'est défini le déterminant. Il porte un casque, très bien. Des grosses lunettes, bon là, il y a grosse qui est avant lunettes, mais c'est pas trop gênant. Des gants, un blouson de cuir. Alors, le problème, c'est le 2 ici. Un blouson de cuir, là, il n'y a pas de déterminant, c'est un nom cuir. Hein. C'est une préposition de devant. Là, il est à peu près certain que si les élèves appliquent de manière cohérente ce qu'on leur a dit, ils vont dire que 2 est un déterminant. Hein. Donc, il n'aurait pas fallu mettre des structures comme ça avec un complément du nom. Donc, vous voyez que quand vous utilisez une partie de l'enseignement que je donne ici, il sert aussi à utiliser avec précaution les manuels qui sont disponibles. Hein, avant de prévoir que vous allez faire tel ou tel exercice de grammaire avec des élèves, faites-le vous-même d'abord, hein, pour vérifier bien que c'est faisable, qu'il n'y a pas des exemples qui ne marchent pas. Une fois sur deux, il y en a qui marchent pas. Alors maintenant, la question du système de la langue, on a vu que c'était un objectif quand même de l'enseignement grammatical, hein, il fallait enseigner le système de la langue. Alors, cette liste-là d'une trentaine de notions, elle est simplement une liste, hein, elle ne donne pas le système. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le système de la langue? Alors, pour comprendre l'idée de système, c'est quand même l'idée qu'il y a une systématicité, qu'il y a une
sorte de cohérence logique quand même, quelque chose de cet ordre-là. Sinon, on ne parle pas de système. Et c'est ça aussi qui est extrêmement important et qui manque beaucoup parmi les connaissances des professeurs de langue, c'est que n'ont pas la perception, il manque la perception du système, donc de l'ensemble. Alors, pour décrire le système, on va décrire, encore une fois, une partie du système de la langue, pas tout le système de la langue. Hein. Il faut être bien conscient, avec notre notion, là, on ne va pas décrire tout le système de la langue, de la langue française, dans son raffinement et dans ses détails, etc. On va décrire les grands traits de l'architecture de ce système. Donc, il y a d'abord l'idée qu'on part d'une structure fondamentale, qui est la structure de base, la phrase. Hein. C'est un choix théorique, hein. On peut aussi partir du texte, d'autres choses, mais pour faire de la grammaire, ça marche mieux si on part de la structure qu'est la phrase. Donc ça va être la structure fondamentale, à partir de laquelle toutes les autres structures peuvent être définies. Ensuite, le deuxième point essentiel, et là, si vous avez compris ça, vous avez compris le principe très général de n'importe quelle grammaire, de n'importe quelle langue, c'est que, au fond, la grammaire, la syntaxe, dans les langues, c'est ni plus ni moins que des relations d'inclusion. En fait, qu'on comprend ce que ça signifie, au fond, la grammaire, ce sont des relations d'inclusion de structures dans d'autres structures. Par exemple, bon, on y reviendra bien sûr en détail, hein, mais une proposition subordonnée, c'est juste une proposition qui est incluse dans une autre proposition qu'on peut appeler principale. Un complément du nom, par exemple, de mon père dans la gloire de mon père, ben, le complément du nom de mon père, il est inclus dans le groupe nominal la gloire de mon père. Et en fait, c'est ça qu'on doit apprendre à voir, percevoir dans la grammaire. C'est percevoir ces relations d'inclusion qui ne sont pas apparentes forcément à première vue. Et enfin, il y a la question de la nature et des fonctions des groupes de mots. Donc, la structure grammaticale, elle est composée forcément de plusieurs éléments, hein, qui entretiennent certaines relations. Bon. Donc, là aussi, il faut être assez clair, et pourtant c'est quand même très simple, hein, sur la distinction entre nature et fonction des mots. Sachant que l'essentiel, comme je le rappelle ici, l'essentiel de l'apprentissage de la grammaire, c'est vraiment identifier la nature et la fonction des mots. Alors, qu'est-ce que c'est nature et fonction ? En fait, les natures de mots, c'est la nature des éléments qui sont mis en relation, et ce qu'on appelle une fonction, c'est le nom de la relation entre des mots. D'accord ? Donc, il y a des éléments et des relations entre ces éléments. Les éléments, ce sont les natures de mots, et les relations entre les éléments, ce sont les fonctions. Alors, ce qui est particulier, après, je vais illustrer avec des exemples très simples, hein, bien sûr, mais ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que ces structures, elles sont, le terme un peu technique pour dire ça, c'est récursive, c'est-à-dire qu'on peut retrouver à l'intérieur, par exemple, de X ou de Y, on peut retrouver plusieurs structures en relation les unes avec les autres. Hein. Par exemple, donc à l'intérieur de X, je vais avoir, à l'intérieur du grand X, je vais avoir une relation entre deux éléments X et Y. Et même chose à l'intérieur de Y. Hein. Par exemple, si vous prenez le proverbe « chat échaudé craint l'eau froide », donc chat échaudé, je précise pour les étudiants étrangères, échaudé, ça veut dire qui a reçu de l'eau chaude. Hein. Autrefois, à une époque où on était moins sensible qu'aujourd'hui à l'égard de la souffrance animale, on débarrassait des chats en leur jetant de l'eau chaude. Enfin, c'est ce que présuppose ce proverbe. Donc, le chat échaudé, c'est-à-dire le chat qui a reçu de l'eau chaude sur lui,
il craint l'eau froide, c'est-à-dire que si on veut traduire ce proverbe en un langage non proverbial, on va dire si vous avez eu une expérience négative dans une certaine situation, vous allez vous méfier dans toute situation qui ressemble à l'expérience négative que vous avez eue au départ. Hein? Bon. Alors, dans cette situation-là, vous voyez qu'on a d'abord une relation ici entre chat échaudé et craint l'eau froide qui correspond en fait à la fonction sujet. Donc vous avez un premier groupe, chat échaudé, représenté ici par X, qui est représenté ici par le premier grand carré à gauche, chat échaudé, et craint l'eau froide ici, deuxième grand carré, je ne les ai pas nommés, hein, j'aurais pu les nommer. Et à l'intérieur de chacun de ces groupes, vous avez chat échaudé, donc là, une relation épithète, entre un nom et un participe passé qui tient l'épithète, et puis craint et l'eau froide, craint le verbe, l'eau froide, le complément d'objet, d'accord, qui est à l'intérieur de F. Et si je veux rendre compte, je peux compliquer encore, hein, si je veux rendre compte de l'eau froide, je vais mettre à l'intérieur de ce deuxième carré un autre petit carré hein, pour rendre compte de ça. Donc, vous voyez qu'on a bien, à chaque fois, des structures incluses dans d'autres structures, et c'est ça qu'on doit repérer. Alors, un exemple de cas où on a dans le manuel même hein, vraiment des erreurs d'analyse hein, qui sont quand même des erreurs élémentaires. Regardez ici. Observe les groupes nominaux en gras. Donc, ma parole, un labyrinthe, le bruit. Mais le bruit, c'est pas du tout un groupe nominal, en fait. Le groupe nominal, c'est le bruit étouffé d'un sanglant. Ça, si vous voulez, c'est quand même l'auteur du manuel qui met ça dans la leçon, je lis et je réfléchis. Comment vous voulez que, si les professeurs n'ont pas eux-mêmes des connaissances linguistiques élémentaires, comment vous voulez qu'on puisse enseigner quoi que ce soit qui tienne la route avec des choses aussi aberrantes hein. Donc, là, il y a une mécompréhension des limites, des frontières des catégories. Un autre exemple, recopie les groupes de mots en couleur dans la colonne qui convient. Alors, bon, peu importe sur le fait que mot qui désigne une personne, mot qui désigne une chose, ça, en fait, ça n'a absolument aucun intérêt du point de vue grammatical. Mais, voyez que ce qui est nommé groupe de mots, le tiroir, la table, le garçon, un grain, mais ça, c'est la déstructuration de tout le savoir spontané de la grammaire des élèves, parce que la table, c'est pas un groupe nominal qui est à côté de le tiroir. Hein. Vous avez là le tiroir de la table de la cuisine, c'est en fait, vous avez un groupe nominal avec le noyau tiroir, et puis de la table de la cuisine, qui est complément du nom tiroir. Mais vous pouvez en aucun cas, vous voyez, la structure, vous avez de la table de la cuisine qui est inclus à l'intérieur du groupe nominal. On peut en aucun cas segmenter la table comme un groupe de mots séparés. Ça a l'air d'être comme ça quand on regarde les suites de mots séparés par des blancs dans les phrases écrites. On ne voit pas les relations de hiérarchie. Mais c'est ça qu'on apprend avec la syntaxe, et c'est ça le contenu de l'enseignement de la grammaire. C'est, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte, parce que vous allez les voir dans votre esprit, ces relations hiérarchiques. Et le tiroir de la table de la cuisine, ça vous semblera parfaitement évident que même ici, de la cuisine, c'est inclus dans le groupe nominal dont le noyau est table. Hein. Donc là, vous avez trois niveaux d'inclusion. Un grand groupe nominal, le tiroir de la table de la cuisine, à l'intérieur duquel il y a de la table de la cuisine, qui est en fait le complément de tiroir, et à l'intérieur de ce complément, vous avez de la cuisine qui est complément de table.
Mais tout ça s'imbrique l'un dans l'autre. Et vraiment, la syntaxe dans une langue, c'est ça. C'est le fait de décrire ces relations d'imbrication. Parce que c'est ça qui vous permet de comprendre la phrase. Bon. Alors, mot qui désigne une personne, mot qui désigne une chose, toute petite parenthèse sur ce sujet. Si vous travaillez pour faire de la syntaxe, là, par exemple pour montrer les relations, qu'est-ce que c'est qu'un groupe nominal, comment on repère les différents groupes nominaux dans une phrase, ben, le fait que les mots désignent des personnes ou des choses, ça n'a absolument aucun impact sur la structure des groupes nominaux. Donc c'est complètement parasitaire, si vous voulez, ça n'a aucun rapport avec le sujet. Donc là, c'est une question qui n'a pas de sens. Un autre exemple un peu du même genre, dans quelle phrase le nom en bleu est-il sujet du verbe? Alors, peut-être ça vous allez me dire, bon, il mégote, il s'excite sur pas grand-chose, mais le nom en bleu, quand même, un éléphant, c'est un groupe nominal, quoi. Je veux dire, on ne peut pas dire n'importe quoi non plus. Je veux dire, soit on prend la terminologie grammaticale un peu au sérieux, et on dit que là, il y a un groupe nominal, mais pas un nom. Recopie les noms, les phrases où le nom baleine est sujet du verbe. Ah oui, mais le problème, c'est pas le nom qui est sujet, c'est le groupe nominal, la baleine. Donc, vous voyez, l'auteur du manuel, il n'a pas compris l'enjeu de la différence entre un nom et un groupe nominal. Ça, c'est... Bon, là, c'est vraiment caricature. Oui, et puis ça, bon, bah, c'est simplement, vous voyez, lis les phrases, entoure le petit mot qui est juste devant chaque mot en couleur. Donc, ça marche bien avec ça, bien sûr, vous avez compris, c'est pour repérer les déterminants, les filles, le renard, un terrier, donc chaque fois on a des déterminants, là, mon c'est le possessif, les possessifs, les fruits, article défini, un terrier, article indéfini, le renard, article défini, avec ma trompe, déterminant possessif, mais j'aspire de l'eau. Qu'est-ce que vous allez mettre là? Le petit mot qui est juste devant chaque mot en couleur, c'est l'apostrophe là. Sauf que ici, en fait, on a un partitif de l'eau. Donc là, c'est pas un petit mot c'est un ensemble, et donc là, c'est encore une fois un exemple qui ne marche pas du tout avec la leçon qui est donnée. On va supposer que la leçon ait été de dire les noms sont précédés par des petits mots qu'on enseigne dès le début, qu'on les appelle déterminants ou pas, peu importe, mais en tout cas, on ne mélange pas un partitif qui a une structure d'abord en deux mots, qui correspond en plus à des noms très particuliers, on verra ça. On ne mélange pas le partitif avec les articles définis, indéfinis, etc. Donc, en gros, ce dont il faut avoir conscience, c'est qu'on a bien des structures hiérarchiques. C'est-à-dire que quand vous prenez une phrase comme « chat échaudé craint l'eau froide », cette vision de surface qu'on a, que ce sont des suites de mots séparés par des blancs, hein, mais c'est vraiment une vision d'un ordinateur, par exemple. Hein. Un ordinateur, il perçoit les textes comme des séries de caractères séparés par des blancs. Mais un être humain, non. Il perçoit sa langue avec des structures hiérarchiques. Et donc, ça, c'est pas une représentation vers laquelle on va aboutir. En revanche, les représentations auxquelles on va aboutir, ce sont des représentations de ce genre-là, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, qui supposent qu'on analyse principalement les constituants, c'est-à-dire les groupes, et pas les mots séparément. Dans certains cas, un groupe est réduit à un mot, mais d'une manière générale, ce sont plutôt des groupes de mots qu'on analyse. Groupe nominal, groupe verbal, etc. etc. D'ailleurs, ça a un intérêt aussi pour les problèmes d'accords. Par exemple, si vous enseignez les cloches sol, la cloche sol, si vous enseignez que le sujet, c'est cloche, ça ne vous permet pas tellement de faire entendre le pluriel pour les cloches sol. Alors que si vous enseignez que le sujet, c'est la cloche ici, les cloches ici, d'ailleurs,
intégrez bien évidemment le déterminant dans le groupe nominal sujet, ça vous donne une information sur l'accord au pluriel. Bon, ça c'est un point de détail. Alors, à partir de là, donc une fois qu'on a compris que ce qui compte, ce sont les relations d'inclusion, ben, décrivons ces relations d'inclusion. Alors, je vais le faire d'une manière très très rapide là, pour vous donner une idée de l'ensemble, et ensuite on va revenir en détail sur chaque chose pendant tout le cours du semestre. Donc, d'abord, on l'a dit, la première structure, c'est la phrase. C'est la structure de base. Alors, à partir de là, donc une fois qu'on a compris que ce qui compte, ce sont les relations d'inclusion, ben, décrivons ces relations d'inclusion. Alors, je vais le faire d'une manière très très rapide là, pour vous donner une idée de l'ensemble, et ensuite on va revenir en détail sur chaque chose pendant tout le cours du semestre. Donc, d'abord, on l'a dit, la première structure, c'est la phrase. D'abord, on l'a dit, la première structure, c'est la phrase. C'est la structure de base. Donc, la phrase, on va l'analyser en trois constituants. Groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Par exemple, dans le facteur distribue le courrier à 8 heures, on a un groupe sujet qui est le facteur, on a un groupe verbal distribue le courrier, et un groupe circonstanciel à 8 heures. D'où la formule de la phrase qui est égale GS plus GB plus entre parenthèses GC, parce que ce groupe circonstanciel à 8 heures, on peut le supprimer. Hein, on peut dire le facteur distribue le courrier, ça marche très bien, alors que je ne peux pas supprimer le groupe sujet. Par exemple, je ne peux pas dire distribue le courrier à 8 heures tout seul, comme ça ne marche pas. Je ne peux pas non plus supprimer le groupe verbal, je ne peux pas dire le facteur à 8 heures. Bon. Donc, ça, c'est la structure de base de la phrase. Alors, ce choix, donc il y a le choix de la terminologie que je vais présenter, hein, de présenter la structure de la phrase de cette façon-là, il est assumé comme ça, mais bon, on aurait pu faire autrement. Hein. Pourquoi? Parce que là, cette caractérisation de la phrase, elle est hétérogène d'une certaine façon. Parce que quand je dis groupe sujet, groupe circonstanciel, je caractérise les groupes par une fonction. Mais quand je dis groupe verbal, je caractérise par une nature de mot. D'accord? Donc, il y a un certain nombre de linguistes qui disent « Ah, ça marche, c'est pas bien parce que c'est pas homogène. Il faudrait donner que des natures de mots, que des fonctions. Pour pas que les élèves mélangent, etc. » Alors, le problème que ça pose de faire ça, c'est que, d'abord, admettons que vous ne donniez que des natures de mots. Vous allez dire quoi? Alors, on peut dire, hein, c'est une solution dans un livre comme ça, hein, vous pouvez dire que la phrase c'est groupe nominal plus groupe verbal plus groupe prépositionnel. Groupe nominal, groupe verbal, groupe prépositionnel. Pourquoi? Parce que le sujet prototypique, c'est le groupe nominal. D'accord? Donc, ça veut dire que quand vous avez, par exemple, il distribue le courrier à 8 heures, il distribue le courrier à 8 heures, vous allez analyser il d'abord comme un groupe nominal. Donc, en fait, vous allez utiliser groupe nominal, mais en réalité, groupe nominal ne veut pas vraiment dire groupe nominal. Ça veut dire sujet. D'accord? Parce qu'il y a plein de cas où cette position est occupée par autre chose qu'un vrai groupe nominal, c'est-à-dire déterminant, nom, etc. Et même chose pour le groupe prépositionnel, qui, de toute façon, la fonction circonstancielle est souvent utilisée, la fonction circonstancielle est souvent occupée par des mots qui ne sont pas forcément des groupes prépositionnels. Donc, vous voyez, si vous mettez que des natures de mots, vous êtes un peu bloqué, parce que ça vous oblige à dire, si je mets groupe nominal au lieu de groupe sujet, je suis obligé de dire, oui, alors je dis groupe nominal parce que le sujet le plus courant c'est groupe nominal, mais très souvent c'est un pronom, c'est un infinitif, c'est pas un groupe nominal. Donc, c'est gênant. Alors maintenant, si vous mettez que des fonctions, le problème c'est que traditionnellement dans la grammaire scolaire, le verbe il n'a pas de fonction. Dans la grammaire scolaire, en tout cas française traditionnelle. Alors, un certain nombre de personnes ont voulu intégrer la fonction prédicat dans la grammaire
scolaire, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça a donné lieu à quelques débats il y a quelques années, c'est oublié un peu maintenant, mais c'était une façon de dire, bon, bah, comme ça, j'ai la fonction sujet, la fonction prédicat, la fonction circonstancielle. Et après, je peux donner les natures de mots. Alors, le problème de l'intégration de cette fonction prédicat, c'est que elle est d'une utilité, si vous voulez, c'est un apport. C'est pas rien d'introduire une nouvelle fonction. Vous avez vu, les fonctions, il y en a très peu. Donc si on introduit une nouvelle fonction, il faut que ça serve à quelque chose. D'accord ? Bon. La fonction sujet, elle peut être occupée par un groupe nominal, par un pronom, par un infinitif, par toutes sortes de choses. D'accord ? La fonction prédicat, elle peut être occupée par un verbe, donc tout le temps. Donc, vous ne pourrez pas dire à des élèves, par exemple, vous pouvez prendre là le groupe nominal, le facteur. Vous pouvez demander quelle est la fonction de ce groupe nominal. D'accord ? On va dire sujet. Le courrier, quelle est la fonction de ce groupe nominal? On va dire COD. Par contre, si je prends les verbes, et quelle est la fonction de ce verbe? Ben, ça va être tout le temps prédicat. Ça ne sert à rien. Parce que dans la grammaire scolaire, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que les fonctions, elles varient en fonction des groupes de mots. Enfin, alors que là, le seul cas un peu où ça peut être utile, où c'est utile, la notion de prédicat, c'est dans des phrases totalement atypiques, qu'on appelle des phrases averbales. Par exemple, et ça je vous en reparlerai, hein, on fera un cours à un moment donné, où il y aura ce point qui sera abordé, une phrase comme « Ah, excellent ce rôti !» Excellent ce rôti. Ça veut dire quoi? C'est une phrase averbale, il n'y a pas de verbe. Ça veut dire « ce rôti est excellent ». Donc en fait, excellent tient lieu de verbe en quelque sorte. Il n'est pas exprimé, mais et là on va dire c'est le prédicat excellent, et ce rôti c'est le sujet. Donc là, il y a un cas où le prédicat est autre chose qu'un verbe. Hein, ça arrive, mais ça arrive, vous voyez, dans des phrases totalement marginales qui ne sont pas représentatives, si vous voulez, des structures ordinaires de la... Enfin, c'est représentatif des structures ordinaires de l'oral, hein, de l'usage du français, mais pas du tout des structures écrites, prototypiques grammaticalement. Donc, moralité, l'introduction du prédicat, c'est une complication dont l'intérêt n'est pas tout à fait justifié. Donc, au total, il me semble qu'on peut très bien s'accommoder de cette hétérogénéité, hein, en considérant que voilà, les élèves ils prennent l'habitude de repérer le sujet, le complément circonstanciel et le verbe. Peu importe que le verbe, ce soit le même mot, que ça désigne indifféremment un nom, une nature de mot ou une fonction. Deuxième point, évidemment, ça suppose aussi, quand on dit groupe sujet, on aurait pu dire sujet. Hein. Sujet, verbe, complément. Vous voyez, dans l'expression un peu stéréotypée, une phrase, c'est sujet, verbe, complément. Alors, le problème quand on dit ça, c'est qu'on confond complément d'objet et complément circonstanciel. Hein. Complément, c'est pas la même chose du tout de dire sujet, verbe, complément. Si votre complément c'est juste un complément d'objet, par exemple ici distribue le courrier, hein, là je peux dire j'ai sujet, verbe, complément, complément d'objet direct. D'accord? Mais moi la structure de la phrase telle que je la décris ici, c'est sujet, le facteur, groupe verbal, distribue le courrier, et le complément c'est le complément circonstanciel. Donc, la notion de groupe est importante pédagogiquement parce que de la répéter, que c'est un groupe sujet, que c'est un groupe verbal, que c'est un groupe circonstanciel, parce que c'est en effet la fonction des groupes qu'on cherche à établir. Et voilà. Si jamais j'ai un seul mot là, par exemple, si au lieu d'avoir le facteur distribue le courrier à l'éditeur, je vais dire que le groupe sujet c'est il. Alors, peut-être que ça va être gênant de dire qu'un seul mot c'est un groupe. Hein, ça marche pas très bien. Mais au fond, c'est pas si problématique que ça. Même en mathématiques, ça existe. Hein, un groupe réduit à un seul élément. Ça s'appelle d'ailleurs un singleton en mathématiques.
l'ensemble E qui comporte uniquement l'élément X, c'est le singleton. Donc un groupe qui contient un seul élément, c'est pas très grave. Le groupe sujet peut très bien être simplement un pronom. D'accord? Donc ça va être une sorte de point de repère, c'est la structure de base de la phrase. Et ensuite, si vous voulez, on va analyser à l'intérieur chacun des groupes. Je reprends donc, nous avons vu juste avant la pause que la structure grammaticale de la phrase graphique, hein, disons, on verra que ensuite, bon, on a quelques petites difficultés de définition sur phrase, proposition, etc. Mais j'y reviendrai plus tard. Pour l'instant, je fais comme s'il n'y avait pas de problème. Simplement pour décrire, disons dans une première étape générale, les différents constituants. Donc là, on a la structure de la phrase de base, groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Ensuite, dans le groupe verbal, qu'est-ce qui se passe? Dans le groupe verbal, eh bien, on va d'abord, on va analyser très vite, si vous voulez, quand on analyse la phrase, en même temps le verbe et le groupe verbal. Donc, pas sûr que repérer le verbe tout seul, c'est une chose, mais je pense que ce qu'il faut viser, c'est l'identification simultanée du verbe et du groupe verbal. Quand il arrive que le groupe verbal se réduise au verbe, mais alors, à l'intérieur du groupe verbal, on verra qu'il faut faire une distinction. Il y a un embranchement entre deux types de groupes verbaux. Les groupes verbaux qui ont des compléments d'objet et les groupes verbaux attributifs. Donc, là, je vous donne une liste, on la reverra à un autre moment, plus en détail. Donc, si vous voulez, c'est simplement pour vous donner une idée des différentes structures possibles. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, finalement. Soit votre groupe verbal il est réduit simplement au verbe. Par exemple, quand vous dites le facteur travail. Bon, bah, le groupe verbal, c'est juste le verbe travail. Le facteur dort, le groupe verbal, il est réduit au verbe dort. Le facteur parle, le groupe verbal est réduit à parler. Hein. Alors, vous remarquerez que ici, je ne parle pas de verbe transitif, intransitif, au fond, parce que ce sont des notions plus abstraites dont on n'a pas forcément besoin dans une première étape. Simplement, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que quand je dis le groupe verbal se réduit au verbe, je regroupe là des situations un petit peu différentes. Hein. Parce que le facteur parle, je pourrais avoir un complément, hein, parle à sa voisine, bon. Par exemple. Mais le facteur dort, je ne peux pas avoir de complément. Donc la structure où le groupe verbal est réduit au verbe accueille deux types de possibilités, soit les cas où je n'ai pas le choix, je ne peux pas employer un complément avec le verbe, soit le cas où j'ai un complément possible mais qui n'est pas exprimé. Donc, deuxième structure qui est plus prototypique, le groupe verbal, c'est le verbe plus un groupe nominal qui est complément qu'on dit d'objet direct, ou alors un groupe nominal prépositionnel qui est complément d'objet indirect. Hein. Par exemple, le facteur distribue le courrier COD de distribue, le facteur parle à son collègue COD de distribue. D'accord ? Et puis vous pouvez avoir des groupes verbaux avec deux compléments, soit un groupe nominal prépositionnel, comme dans le facteur distribue le courrier à ma voisine, ou bien deux groupes nominaux prépositionnels, le facteur parle de ses vacances à son collègue. Bon. Vous voyez, d'ailleurs, je ne l'ai pas mis ici, mais pour les questions de hiérarchie de groupe, hein, vous voyez qu'on aurait une structure complètement différente entre le facteur parle de ses vacances à son collègue, parce que là, la structure parle de quelque chose à quelqu'un. D'accord ? Donc on a bien un sujet, le facteur, le groupe verbal, parler de quelque chose à quelqu'un, donc avec un groupe verbal qui se décompose en qui a deux compléments, hein, d'où l'intérêt de ces descriptions. Si vous aviez, le facteur parle de ses vacances à la montagne. Bon. Ben, là, on n'aurait pas du tout la même structure, parce que ce serait, il parle de quelque chose. Ben, il n'est pas en train de parler à la montagne, hein, on est d'accord. Il parle de ses vacances à la montagne. À ce moment-là, à la montagne sera complément des vacances, et à l'intérieur, donc, une structure comme celle-ci.
verbe plus groupe nominal prépositionnel. Bon, je passe pour l'instant. Juste une remarque, dans la terminologie ministérielle, on n'utilise plus complément d'objet second, qu'on utilisait à un moment donné. On dit simplement complément d'objet direct ou indirect. Hein. Peu importe, premier, second, s'en fiche complètement. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, à vrai dire, ça pose toutes sortes de problèmes. Hein. Alors, ensuite, du point de vue des structures, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment fonctionne le groupe nominal. Hein, parce que le groupe sujet, quand on dit groupe sujet, ça peut être toutes sortes de choses. Hein, un pronom, je vous l'ai dit, un infinitif, un groupe nominal. Mais la structure la plus intéressante, évidemment, c'est le groupe nominal. Donc, comme le groupe verbal, vous voyez, le groupe verbal, on l'a donc analysé, on a un certain nombre de structures, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a verbe plus groupe nominal, verbe plus groupe nominal prépositionnel, éventuellement le verbe tout seul, ou alors deux groupes. Bon, franchement, c'est pas d'une complexité impossible à maîtriser, hein, c'est quand même assez simple. Pour le groupe nominal, on va avoir le même genre de structure, enfin le même genre de formule plutôt, avec une structure différente. 3 éléments dans le groupe nominal, le déterminant et le nom et l'expansion. Donc on va avoir la formule GN égale déterminant plus nom plus expansion. Bon, bien sûr, on verra, quand on fera le cours sur le groupe nominal, on verra tout cela en détail. Dans la catégorie des déterminants, une première étape, comme on l'a déjà vu, on mettra les articles, les déterminants possessifs et les démonstratifs. Et puis dans les expansions du nom, on mettra l'adjectif en fonction épithète, le groupe nominal prépositionnel. Hein. Donc ce qu'on appelle groupe nominal prépositionnel, c'est un groupe nominal précédé d'une préposition. Par exemple, dans la gloire de mon père, hein, de mon père, comme on a vu tout à l'heure, ça va être un groupe nominal prépositionnel, complément du nom, gloire. Alors, une petite complication maintenant sur le rapport entre nature et fonction. On a donné jusqu'à présent l'impression que, bon, on peut avoir cette impression que c'est la nature d'un mot qui va déterminer sa fonction et ses emplois possibles, hein, forcément. Un verbe, il va fonctionner avec des compléments, etc. Un nom, il va avoir son déterminant. Et au fond, le fait de savoir, c'est quand même ça au départ, hein, le fait de savoir quelle est la nature d'un mot, ça permet de savoir comment il se construit quand même, de prévoir comment il se construit naturellement. Alors, simplement, il y a donc des cas qui compliquent un petit peu les choses. Alors, prenons par exemple le groupe nominal l'eau froide. Hein, d'accord, déterminant plus nom plus expansion, le déterminant l'article le, eau qui est le nom, et froide un adjectif. D'accord. Donc là, on a l'impression que puisque j'ai un nom, eau, je vais forcément avoir un article devant. L'eau froide, j'ai un déterminant qui est en quelque sorte appelé par la catégorie nom. Je ne peux pas employer le nom tout seul. C'est ce que me dit d'ailleurs la structure du groupe nominal. Quand je dis que le groupe nominal c'est déterminant, nom plus expansion, je présuppose que quand j'ai un nom, je vais avoir un déterminant pour pouvoir employer le nom. Sauf que cette présentation, en fait, dans certains cas, elle ne fonctionne pas parce que ça fonctionne dans l'autre sens. Par exemple, si vous dites avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Le moi est haïssable, hein, c'est une phrase pascalienne. Le je ne sais quoi et le presque rien. Ici, évidemment, le mot si, hein, avec des si, on mettrait Paris en bouteille, c'est le si de l'hypothèse. Hein. Si il faisait beau, on pourrait aller se baigner, etc. Bon, c'est le si qui est donc une conjonction qui n'est pas un nom. D'accord ? Mais quand je dis avec des si, le si il devient en quelque sorte un nom, parce que j'ai mis le déterminant devant. Quand je dis le moi est haïssable, moi c'est un pronom. Mais quand je dis le moi, ça devient un groupe nominal, etc. Vous voyez, donc l'idée ici, c'est que ça va être la construction qui va donner la nature, et pas la nature qui implique la construction. D'accord ? Donc, autrement dit, je peux transformer en nom n'importe quoi si je mets un déterminant de nom. Vous voyez, c'est la logique inverse de la logique qu'on a spontanément. Normalement, on se dit j'ai un nom, donc je dois employer un déterminant devant. Okay ? Parce que j'ai un nom. Mais en fait, ce qui est vrai, mais
la langue, du coup, permet, la langue française en tout cas, permet de faire aussi le chemin dans l'autre sens, c'est-à-dire de transformer. Alors, c'est un peu exagéré de dire on transforme en nom. C'est pas tellement qu'on transforme en nom, mais c'est qu'on fabrique un groupe nominal avec un déterminant et n'importe quoi juste après le déterminant. Vous avez déterminant plus x, n'importe quoi, ça devient un groupe nominal, même si le x, c'est pas du tout un nom. Donc vous voyez, là, ça marche dans le sens inverse. Même chose pour le participe passé. Vous voyez, le participe passé, bon, normalement, c'est une forme du verbe. D'accord ? Il a mangé, bon, dans le passé composé de manger, ou elle a chanté, elle est partie, ou bien dans le chat parti, les souris dansent, votre participe passé fonctionne comme un verbe, c'est normal. Hein. Mais évidemment que, très bien que les participes passés, parfois, ils fonctionnent comme des adjectifs. Par exemple, si vous dites une lettre rédigée rapidement, elle semble fatiguée. Certes, rédiger, fatigué sont dérivés du verbe rédiger ou du verbe fatigué, mais ici, ils fonctionnent comme des adjectifs. Donc, encore une fois, c'est la construction, c'est le fait que rédiger soit ici tête de lettre qui me permet de dire que rédiger fonctionne comme adjectif. Ça ne me sert à rien de savoir, a priori, que rédiger, c'est une forme du verbe. D'accord? Donc, j'apporte juste comme ça cette petite complication sur laquelle on ne viendra peut-être, qui renvoie en fait à un phénomène très classique en linguistique, hein, qui est la distinction entre la langue et le discours. En langue, les mots, par exemple, tout à l'heure je donnais le moi est haïssable, en langue, moi est un pronom, pas de problème, mais en discours, il peut être employé comme autre chose qu'un pronom. Bon. Donc cette frontière, cette espèce de dialectique entre la langue et le discours, on la trouve dans certains cas et ça complique parfois un peu l'analyse. Mais en dehors de ces complications, là encore une fois, ça correspond à des cas qui ne sont pas prototypiques du tout. D'accord ? Vous n'allez sûrement pas, si vous faites une leçon sur le nom, le groupe nominal, commencer à mettre des groupes nominaux, à utiliser avec vos élèves des groupes nominaux dans lesquels le noyau n'est pas un nom. Ça, c'est une complication dont on n'a pas besoin dans une première étape. Voilà, c'est pour ça que je vous le dis là. Alors maintenant, passons à la terminologie. Donc, cette terminologie, elle date maintenant il y a 4 ans, je ne sais plus. 2018 ou 2019, je ne me souviens plus exactement. Donc, c'est une terminologie que je connais bien parce que je l'ai faite avec un inspecteur général de lettres. Donc, c'est la terminologie grammaticale officielle pour le français maintenant. Elle est accessible en ligne à partir de ce lien, mais dans le premier cours, je vous ai mis le lien de la terminologie grammaticale, donc vous pouvez aller la récupérer, vous pouvez commencer à la travailler d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette terminologie? Donc, le premier point, c'est que cette terminologie, elle est cohérente pour toute la scolarité. Maintenant, donc, comme je vous le disais la dernière fois, il y a de la grammaire aussi au lycée, hein, et jusqu'à présent, on avait une terminologie pour l'école primaire, une autre pour le collège, il n'y en avait pas pour le lycée, mais il y avait déjà 2 terminologies différentes, avec beaucoup de recoupements bien sûr, mais quand même des différences entre l'école primaire et le lycée. Donc là, c'est une terminologie complète. C'est une terminologie qui est rédigée, hein, disons, il y a vraiment, c'est pas juste une liste de notions avec des exemples, il y a plein d'explications, c'est une mini-grammaire en quelque sorte. On hiérarchise bien les analyses, on accorde une importance très grande à la notion de groupe. On présente, comme je vous l'ai montré déjà, les structures fondamentales sous forme de formules toutes simples, hein, et ça, je pense que ça peut très bien être enseigné, c'est une grande simplicité. Voilà, puis après, ce sont des détails sur lesquels on reviendra plus tard. Mais simplement, elle sert, cette terminologie, c'est pour ça que le ministère la souhaitait, à tenter d'harmoniser les pratiques dans les classes, que ce soit aussi bien soit pour l'enseignement du français langue étrangère ou du français langue maternelle. C'est-à-dire de faire en sorte que tous les professeurs utilisent enfin tous
les mêmes mots pour désigner les mêmes choses. Hein. Parce que, encore une fois, la situation actuelle, par exemple, je sais pas, je prends un complément d'objet second, je disais tout à l'heure qu'on a supprimé de la terminologie. Ben, le problème, c'est que vous aviez jusqu'à présent des gens qui des professeurs qui vont enseigner, enfin pardon, plutôt les élèves qui vont avoir reçu comme enseignement à un moment donné, qu'on appelle ça COI, l'année d'après ça s'appelle complément d'objet second, et puis l'année d'après ça va s'appeler complément d'attribution, enfin bon, c'est totalement incohérent et ça brouille complètement l'enseignement. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant, même dans les SP, etc., tous les professeurs, désormais, alors c'est vrai que c'est surtout les jeunes générations qui vont en bénéficier sans doute, parce que les professeurs qui enseignent depuis 20 ans, ils ne vont certainement pas changer leurs habitudes, hein, mais c'est pas grave. Les jeunes générations, je pense, vont vraiment réussir à améliorer la qualité de l'enseignement en étant plus réguliers dans la terminologie. Donc il faut recommander un usage régulier de la référence, faire en sorte qu'on utilise bien le mot adéquat à chaque fois que c'est nécessaire. Alors, la terminologie, évidemment, elle a des variations. Les terminologies, pourquoi? Oui, on peut se dire, mais pourquoi ça varie les terminologies? Pourquoi est-ce qu'on juge utile de changer D'abord, parfois la terminologie, quand on la prend à un moment donné, c'est le hasard qui a fait qu'on a cristallisé un certain nombre d'habitudes, et puis il n'y a pas vraiment de raison qui justifie. Alors, la première chose à comprendre quand même sur la terminologie, c'est que elle ne peut jamais être complètement motivée. C'est-à-dire que c'est une erreur d'essayer d'interpréter les termes de la terminologie littéralement. Par exemple, pronom. Voilà. C'est pas parce que ça s'appelle pronom que ça remplace le nom. C'est ça que j'appelle une lecture littérale, motivée. Une terminologie intégralement motivée, on comprendrait que pronom, ça remplace un nom. Mais en fait, les pronoms, la plupart du temps, ils remplacent non pas un nom, mais ils remplacent des groupes nominaux. Donc il faudrait les appeler pro-groupe nominal. C'est bien. Après, il y a des linguistes, des linguistes qui ne se préoccupent pas beaucoup de didactique, mais qui ont la préoccupation d'avoir une terminologie qui marche bien, qui voudraient appeler ça des proformes, par exemple. Mais ça, c'est trop... C'est pas prêt de rentrer dans la terminologie, ça bouscule trop les habitudes des professeurs, parce que, évidemment, la terminologie, c'est quand même, il y a quand même un savoir constitué, partagé. On ne peut pas tout bouleverser totalement, donc faire évoluer les choses, les stabiliser, tout ça. Mais il faut bien comprendre que, un autre exemple, dire que la subordonnée complétive, elle est forcément complément. C'est complètement aberrant de raisonner comme ça. Il y a une partie arbitraire. On a décidé d'appeler complétif tel type de subordonnée. On a décidé d'appeler pronom tel type de mot, mais il ne faut pas surinterpréter la dénomination elle-même. Vous voyez, hein? Alors, par exemple, quand on parle des temps, quand on dit présent du subjonctif, imparfait du subjonctif, en fait, présent, passé, tout ça, présent, imparfait, ça marche, ça veut dire présent, l'époque présente, l'époque passée, d'accord? Mais le subjonctif, en fait, c'est pas du tout du passé au sens de l'antériorité dans le temps. Ça n'a aucun rapport, puisque de toute façon, le subjonctif, c'est, disons, ça renvoie à des événements virtuels. Hein. Je voudrais qu'elle parte, peut-être qu'elle va partir ou pas. Donc, l'imparfait, le terme d'imparfait est utilisé ici, ou même le terme de présent, le présent du subjonctif. Quand vous dites je souhaite qu'elle parte, c'est du présent du subjonctif, mais c'est un souhait, c'est une hypothèse, c'est hypothétique, c'est pas du tout présent, d'accord? Donc c'est un emploi, disons, conventionnel. On continue d'utiliser présent du subjonctif. Si on voulait être rigoureux dans la terminologie, il faudrait utiliser un autre terme. Mais bon, on ne va pas changer le nom de tous les temps pour essayer d'être complètement cohérent. Donc on garde présent imparfait, mais il ne faut pas oublier que ça ne signifie pas conditionnel, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une condition. Hein. L'emploi du conditionnel, il
on le verra, il contient à la fois des situations dans lesquelles on a des conditions, mais d'autres situations où on n'a absolument pas de structure hypothétique. Bon, par ailleurs, dans les variations, certaines sont quand même importantes. Hein. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait vu le cas, on pouvait hésiter pour une même, pour des mots comme mon, dans mon chat, ton chapeau, etc., sur adjectif possessif, déterminant possessif. Hein. Bon, bah ça, il y a un moment donné, mais ça c'est ancien, hein, ça date déjà de la terminologie des années 70, on a basculé d'adjectif possessif, adjectif démonstratif à déterminant. Bon, ça c'est une variation importante parce que ça touche la catégorie même de l'adjectif. La notion de fonction des groupes, pas des mots, etc., tout ça c'est important. En revanche, il y a des variations qui n'ont pas beaucoup d'importance. Parler de désinence ou de terminaison pour les verbes, franchement, là, on s'en fiche, hein, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et puis, certaines ont une importance, mais pour des raisons de crédibilité scientifique, comme je dis ici, il y a une hésitation sur le conditionnel, peut-être une hésitation, un flottement dans les usages pédagogiques, où on dit parfois qu'on parle du mode conditionnel ou du temps conditionnel. Alors, je ne sais pas ce que vous avez appris dans votre scolarité, mais en réalité, du point de vue des linguistes, il n'y a pas d'hésitation. Le conditionnel, c'est un temps de l'indicatif, comme les autres. Hein. Il y a des emplois modaux, comme l'imparfait, etc. Ça, je vous expliquerai ça plus en détail. Mais on a beau le dire, on a beau l'expliquer, comme les professeurs sont habitués à dire que le conditionnel, c'est un mode, voilà, continue de le dire. Alors, c'est faux, hein, mais ça n'a pas de conséquences directes sur les types d'analyse. C'est juste la façon de nommer c'est exactement, je reviens à mes dauphins et à mes mammifères. C'est comme si vous disiez que les dauphins sont des poissons. Ça ne va pas changer votre existence fondamentalement. Hein. C'est faux, mais vous pouvez très bien... vous pouvez très bien avoir cette connaissance, cette connaissance, c'est une connaissance fausse, mais disons avoir cette croyance plutôt, sans que ça change grand-chose. Mais dire que le conditionnel est un temps indicatif, c'est exactement la même chose. Hein. Est un mode, pardon, c'est exactement la même chose. C'est complètement faux. C'est comme dire que les dauphins sont des poissons, mais on peut considérer que dans l'apprentissage de la grammaire, au niveau scolaire, ça n'a pas beaucoup d'impact. Alors, donc, je termine cette cette introduction par un certain nombre de recommandations. Donc, d'abord, le premier point, c'est donc d'assumer que ce qu'on vise dans l'enseignement de la grammaire, au fond, si on veut vraiment aller à l'essentiel, c'est maîtriser un métalangage, en fait. C'est-à-dire être capable, ce qu'on veut, c'est que les élèves soient capables de parler de la langue techniquement, avec les mots de la terminologie grammaticale, et sans dire n'importe quoi, en tombant juste à chaque fois, etc. Donc, c'est la maîtrise d'un métalangage grammatical. Ça repose, on l'a vu, sur des opérations de catégorisation, mais c'est pas un simple étiquetage, c'est vraiment une opération cognitive complexe, ça suppose un apprentissage, un entraînement régulier. On a vu que les notions grammaticales doivent être prioritairement enseignées au moyen d'exemples types plutôt qu'avec des définitions. Il faut utiliser évidemment des structures prototypiques, des exemples canoniques, et puis respecter la terminologie de référence et prendre en compte plutôt les groupes de mots et pas seulement les mots isolés. Alors, le point le plus important, hein, et j'y insiste à nouveau, c'est que la grammaire scolaire, c'est un outillage minimal. On ne peut pas tout décrire avec la grammaire scolaire. On ne peut pas décrire n'importe quelle sorte de phrase. Il y a donc, je l'appelle ici, une limitation des capacités descriptives de la grammaire scolaire.
Donc ce qu'il faut, c'est évidemment se tenir à l'intérieur de ces limites et ne pas chercher à décrire des structures qui, de toute façon, ne peuvent pas être décrites avec les outils de base de la grammaire scolaire, mais qui peuvent être parfaitement décrites avec des outils linguistiques plus sophistiqués. Mais là, il y a une erreur de méthode de vouloir donner donc des exemples, des phrases à analyser qui ne sont pas analysables avec les concepts de base de la grammaire scolaire. Donc, ça veut dire, encore une fois, que la compétence professionnelle du professeur de français, elle est dans le fait de savoir distinguer les structures prototypiques des structures qui ne sont pas prototypiques. Et d'enseigner, de se concentrer l'enseignement sur les structures prototypiques. Et là, on peut constituer un savoir stabilisé, où les élèves ne sont pas en difficulté tout le temps parce que les exemples qu'on leur donne ne sont pas traitables, hein, et où ils acquièrent une certaine assurance et une certaine tranquillité dans leur connaissance. Plus tard, évidemment, une fois que s'ils s'intéressent à la langue, s'ils font des études qui les amènent à faire de la linguistique ou je ne sais quoi, ils pourront adopter une attitude critique à l'égard de ce savoir. Mais il n'y a pas d'attitude critique s'il n'y a pas de savoir de départ. Si vous ne savez rien, si votre savoir grammatical est complètement émietté, complètement incohérent et nul, on a beau dire, vous ne pouvez pas avoir un esprit critique sur ce que vous ne savez pas au départ. Donc, il faut bien avoir, pour progresser dans la compréhension de la langue, si on veut atteindre des niveaux un petit peu plus intéressants, il faut bien avoir un savoir de base qui marche sur une partie de la langue, certains types de construction, et qui marche bien sur ce genre de construction, mais pas sur d'autres. Hein. Alors vous verrez qu'il y a je vous montrerai avec des exercices qu'on fait, on part d'un texte d'auteur, et on le nettoie en quelque sorte pour enlever tout ce qui ne nous arrange pas, pour aboutir à un texte un peu trafiqué, mais au moins qui marche pour l'enseignement de la grammaire. Il y a des choses comme ça. Alors, maintenant, le plan de la terminologie grammaticale, je vous le montre, ça va être à peu près le plan qu'on va suivre, mais pas tout à fait. Donc là, il va y avoir deux premières parties, une sur les fonctions des mots et groupes de mots, une sur phrases et propositions, une troisième partie sur la nature. Donc vous voyez, on part donc de la fonction, des phrases, de la notion de phrase et de proposition, ensuite la nature des groupes de mots, hein, donc on va passer en revue tous les types de mots, et le lexique, donc ça on ne va pas en parler nous en cours, hein, ça vous lirez si ça vous intéresse, mais je me concentre moi uniquement sur la syntaxe, donc cette partie-là on ne va pas la voir. En revanche, on va intégrer dans le cours toute la partie sur les phrases simples et phrases complexes. Oui, j'ai oublié de préciser que cette terminologie grammaticale, en fait, elle est divisée en deux parties. Il y a une première partie qui fait une trentaine de pages, si je me souviens bien, donc assez brève, qui parcourt toute la grammaire, mais vraiment toute la grammaire, en à peine 30 pages, mais vraiment avec une granularité assez faible, c'est-à-dire on décrit, pas trop dans le détail, etc. Et puis une deuxième partie où on reprend avec une description un peu plus détaillée. Mais, vous voyez, l'intérêt, ne serait-ce que si vous maîtrisez de toute façon c'est à peu près les 20 premières pages, là, les 20-30 premières pages, ça vous donne déjà une vue d'ensemble de toute la grammaire du français, certes pas en détail, hein. C'est-à-dire, typiquement, par exemple, comme je vous le disais l'autre fois, on ne va pas voir forcément dans une première étape tout le détail des déterminants, tous les différents types de déterminants, mais on verra les 3 déterminants fondamentaux, et puis on va travailler avec ça, et vous aurez compris ce que c'est qu'un déterminant en général. Après, ce sera facile d'ajouter des cas particuliers, mais au départ, on a besoin, pour comprendre les structures, de quelques exemples, pas de tout. Hein. Et c'est ça le gros problème, je crois que je vous l'avais dit aussi la dernière fois, dans les grammaires disponibles, qui sont de très bonne qualité d'ailleurs, hein, mais pour des gens qui ne sont pas des grammairiens, qui sont des professeurs, etc., qui n'ont pas envie de passer des heures à lire des grammaires, c'est que vous allez chercher sujets, déterminants, etc., dans n'importe quelle grammaire, ben vous en avez pour 30 pages que sur déterminants, parce qu'on vous donne tout de suite tous les détails. Et c'est très difficile d'être capable soi-même de trier ce qui est utile et
ce qui est secondaire, hein, enfin ce qui est indispensable et ce qui est secondaire. Donc là, on a fait le travail pour vous, et donc il y a cette première étape sur laquelle je vais me concentrer au début, qui porte uniquement, qui porte donc sur des descriptions relativement, qui parcourent toute la grammaire, mais de manière pas trop détaillée. Alors en revanche, donc du coup dans cette première partie, il n'y a pas du tout toute la subordination, hein, mais quand même la subordination c'est important, donc on va la traiter nous en cours. Alors, quelle heure il est ? Ouais. Donc, écoutez, je ne vais pas commencer le chapitre suivant. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui ? Hein, donc, à partir de la semaine prochaine, on va commencer à travailler dans le détail sur ce que je vous ai présenté là très rapidement. On va commencer par travailler d'abord sur la fonction des mots et des groupes de mots. Et donc, là, normalement, à partir de la semaine prochaine, à chaque cours, il y aura un moment où je vais vous proposer un exercice. On va alterner un peu cours et exercice pour que ce soit un petit peu moins lourd. Mais au départ, il fallait quand même que je pose un certain nombre de notions. Donc, c'est pour ça que c'était surtout du cours magistral. Mais ensuite, on va plutôt alterner cours et exercice, faire, si possible, une petite pause parce que je sais bien que c'est un peu dur le matin à 8 h d'attaquer avec une notion grammaticale. Mais voilà. Pas de questions donc ? Très bien. Eh bien, merci de votre attention et à la semaine prochaine.